Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui nous allons parler de toxicomanie. Et oui, la toxicomanie, la vigilance est de mise. Comment aider les adolescents face à la drogue, ce sera le thème du débat du jour. Deuxième partie, conseils pratiques. Pour la première rubrique, nous parlerons toujours des adolescents et leur fréquentation. Pas toujours évident de les gérer sans rentrer en conflit avec eux. Et pour finir, l'info de la semaine avec Leila Djibour qui vient avec une information assez utile. Comment aider les adolescents face à la drogue? Et oui, nous allons parler de toxicomanie, la vigilance est de mise. L'adolescence est une période fragile pendant laquelle les jeunes sont souvent en quête de nouvelles sensations, consomment de manière occasionnelle ou régulière des produits stupéfiants. Entre interdiction et banalisation, comment les parents doivent-ils aborder ces questions avec leur enfant? Quand s'inquiéter, comment aider son adolescent? On en parle aujourd'hui avec vous. Alors, bonsoir, professeur Mohamed Chakali, vous êtes psychiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je m'occupe aussi de ce dossier au ministère de la Santé, de la population de la réforme islamique. J'occupe la fonction de responsable de la santé mentale. Donc, oui. C'est un dossier qui est intégré dans la santé mentale et c'est un dossier qui est ancien et qui avance quand même. Donc la prise en charge de ces toxicomanes, on parle maintenant plutôt d'addiction. Donc on parle de toutes les addictions et les addictions aux substances et aussi à des addictions comportementales, mais ça obéit au même principe sur le plan médical. Donc il y a maintenant plusieurs formes d'addiction. Pas forcément drogue. Addiction aussi au smartphone, par exemple. La plus courante, c'est celle-là, c'est les autres formes, c'est les jeux, c'est même d'autres jeux, les jeux d'argent, les jeux. Donc il y a des addictions dans le monde entier, mais chez nous aussi. Donc maintenant, on préfère parler d'addiction aussi pour ne pas stigmatiser les personnes qui consomment des substances. Et comment on pourrait définir tout ça? Eh bien, l'addiction, c'est une situation de besoin impérieux d'une substance ou de situation. Contre laquelle l'individu a très peu de ressources pour lutter contre ses comportements ou ses conduites. Et il se peut que ça arrive jusqu'au besoin d'une assistance médicale, médico-psychologique. Mais je suis content d'être là aujourd'hui parce qu'on va certainement beaucoup plus parler d'avant ça. Parce que là, quand on arrive à la situation d'addiction avérée, quand la dépendance est forte, quand les choses vraiment se compliquent. Il est extrêmement difficile de s'occuper de ces sujets-là, surtout que nos personnels, les psychologues et les psychiatres, les médecins généralistes qui s'occupent de ces personnes addictes, n'ont pas toujours la formation adéquate. Les cursus initiaux sont assez pauvres sur ces problématiques qui sont, il faut le dire, assez récentes, même si ça remonte à 10-15 ans, mais les programmes de formation sont plus anciens. Et il est difficile de tout mettre dans un cursus initial, donc on est obligé de recourir à des formats de formation complémentaires, soit des CES, des certificats d'études spéciales pour les médecins, soit des cycles de formation continue pour le reste des personnels. Très bien. Donc nous allons suivre un reportage de notre collègue Leila Djibour qui nous parle de toxicomanie et on revient pour en discuter. Une consommation abusive de substances. La toxicomanie est une dépendance physique ou psychologique aux drogues en tout genre. À l'hôpital psychiatrique de Frantz Fanon de Blida, le docteur Chakib Msadia accueille les patients pour une première consultation. Oui, généralement les patients qui arrivent la première fois, la première fois ils ont généralement ce qu'on appelle un service déjà spécialisé. Déjà, les patients ils sont orientés par notre service ou par le biais de d'autres collègues. Généralement, on va les quantifier, c'est-à-dire on va essayer de chercher à quel stade ils يكونوا فيه. في la phase de la motivation تاعهم. Il y a une phase de précontemplation, on éliminer la chose
هنا كاين un travail ولا جا par le biais de la volonté تاعو ولا autre chose. C'est-à-dire on va essayer de le classer. من بعد نشوفوا لا محفز ولا ماهوش محفز. سي لي موتيفي قال فوالا لي موتيفي دونك ولا ماهوش محفز يعني نشوفوه كيفاش نخدموا معاه في لا بونسي تاعو. On va essayer مع الاول avant de mettre c'est-à-dire un traitement يعني efficace. On va essayer ce qu'on appelle de chercher est-ce que quel est le facteur déclenchant ou le un facteur déclenchant, quelle est une séance de psychologie avec le psychologue. Et par la suite, on va entamer ce qu'on appelle le volet thérapeutique. Les personnes admises dans cet établissement consomment des substances comme la drogue ou l'alcool pour toutes sortes de raisons, pour se détendre, diminuer les inhibitions ou même s'intégrer à un groupe. Il y a quelques années encore, venir en service psychiatrie et addictologie était impensable pour ce patient. Une rupture, un mal-être, une mauvaise rencontre. وكيفاش اتخذت لا ديسيزيون ديجا كيفاش tu t'es rendu compte بلي ما تقدرش تعاون روحك وحدك ولازم لك اون اكل ما شغل تشوف الناس شغل الدواء وهكذا وكاع تسقسي هكذا تحاول تعرف هما يوروا لك و شغل جاو دواء وصوفاو ديجا جاو دواء وصوفاو حميقوا انا اللي جيت لا بريمير فوا وان شاء الله في اخر. Les addictions aux substances détruisent la vie de couple, la vie de famille et les liens sociaux. Mehella Bhind, ergothérapeute spécialisée, elle aide à favoriser la réinsertion de ses patients. Après la cure de désintoxication, donc, les patients bénéficient d'un travail visant à rétablir une réinsertion psychosociale. Alors comment se fait ce travail? Donc, tout d'abord, nous faisons une évaluation de leurs habitudes de vie. Donc les habitudes de vie antérieures, donc tout ce qu'ils faisaient pendant toute la période où donc ils consommaient tous ces produits, et donc on puise dans leurs forces, dans leurs capacités, dans certaines valeurs qu'ils ont et intérêts qu'ils ont pour certaines activités, visant à restaurer donc les activités satisfaisantes qui leur font du bien. Depuis le début de la pandémie, l'établissement psychiatrique France Fanon s'est adapté pour accueillir d'autres patients atteints de troubles addictifs. Pendant la période du Covid, on a essayé un petit peu de s'adapter en contexte. Par rapport aux hospitalisations, c'est vrai qu'on a réduit de manière drastique les hospitalisations. Et aussi, il n'y avait pas de demande, parce qu'il y avait le confinement général d'une part. Le déplacement interwilaya donc était difficile. Donc on a essayé d'adapter aux soins de proximité pour les gens qui habitent la région, donc avec une limitation de nombre d'hospitalisations. Mais actuellement, avec l'amélioration de la situation, on a repris l'hospitalisation à plein temps. Voilà. Par contre, l'activité de soins donc, en ambulatoire est restée soutenue pendant toute la période du Covid. Ont tout approuvé, le choix de la substitution est déjà une décision gagnante pour rompre avec un mode de vie. Je pense que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Oui, effectivement. Il a été prononcé le mot motivation. Je pense que cette motivation, elle est fondamentale. Et la motivation, même si elle doit être travaillée en milieu thérapeutique, tout à fait au début du projet thérapeutique, elle commence à la maison. Elle commence d'abord chez l'individu. Parce que le désir d'arrêter, à mon avis, il existe chez tout le monde. Mais la volonté de le faire, c'est une autre affaire. La volonté de le faire et aussi se donner les moyens d'aller jusqu'au bout d'un projet de soins est une autre affaire. Donc c'est pour ça que les addictologues prennent beaucoup de temps à construire cette motivation et c'est tout à fait justifié parce que le processus thérapeutique en matière d'addiction est un processus qui peut être long, qui peut être jalonné de rechutes. Et maintenant, quand on parle d'addiction, on assimile ça à des maladies chroniques. Donc on n'est pas étonné qu'il y ait des rechutes et on poursuit avec le patient, quelle que soit la... Dans ce qu'il est important de dire aussi, c'est avant d'arriver au traitement, dans ce cadre-là qui est le cadre familial, il faut mettre le paquet sur la prévention. Oui. C'est là où ça se joue. Prévenir avant de guérir. Voilà. Pour ne pas avoir à guérir. Prévenir plutôt que soigner. Voilà. Donc prévenir,
ça a l'air simple, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a l'impression que le fait de dire à un enfant, un adolescent, que c'est mauvais pour la santé, que c'est périlleux sur le plan judiciaire, que c'est dangereux, que haram, que tout ça, c'est un langage que l'adolescent peut ne pas saisir comme ça au premier degré. Surtout pendant la période d'adolescence, c'est là où il est complètement en opposition face aux parents, donc pour un peu montrer qu'il est là et que c'est lui qui décide, donc du coup il va plutôt vraiment rentrer dedans au lieu de l'éviter. C'est exactement ça, c'est l'affirmation de soi qui est connue chez l'adolescent, mais justement, la prévention, elle doit se faire, d'abord, elle doit se faire le plus tôt possible. C'est-à-dire que quand on arrive au lycée, quand on arrive à la fac, j'allais dire les jeux sont faits. Mais les jeux ne sont jamais faits, il y a toujours des solutions à tout âge. Mais quand on commence à consommer pendant plusieurs mois, plusieurs années, les choses deviennent délicates, et ça a été dit, et compliquées. D'abord, il y a la honte, le tabou, on n'ose pas. Mais aussi l'addiction elle-même est compliquée à soigner. Quand on dépend d'une substance, quand la substance nous soulage, c'est tellement plus facile d'aller à la substance plutôt que d'aller à une souffrance qui sera induite par le sevrage. Donc ce passage vers le sevrage, il faut avoir beaucoup de volonté, et il faut aussi que nos équipes, que nos soignants soient très tenaces, soient là sur le long terme et ne soient pas découragés par les rechutes. Oui. Parce que le consommateur, devant la loi, et je le dis aux familles, devant la loi algérienne, depuis longtemps, depuis 2004, un consommateur, un simple consommateur, n'est pas un délinquant. Un consommateur est un malade. C'est la loi qui le dit. D'accord. Un consommateur est un malade qu'il faut soigner. Et ce n'est pas un délinquant qu'il faut punir. Maintenant, le trafiquant, le vendeur, c'est notre histoire. C'est notre affaire. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais le consommateur est considéré dans notre système comme une victime. Donc il va falloir le soulager, le soigner. C'est pour ça que notre pays a fait des centres de soins aux addictions. Et on a pratiquement un par wilaya, puisqu'on a 43 centres dans notre pays. Il y a quelques wilayats où ces centres n'ont pas encore vu le jour, 2 ou 3. Mais sinon, pour la grande majorité des wilayats, il y a des centres, il y a des structures qui sont dédiées à la prise en charge des addictions. Comment que ça se passe dans les centres au juste? Il y a deux types de centres. Oui. Il y a des centres ambulatoires, donc des centres où on vient, on consulte, où on passe un moment avec l'équipe soignante. Et il y a des centres résidentiels, comme celui de Blida que nous voyons tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure. C'est un centre résidentiel. Donc les centres résidentiels, on en a maintenant 2, celui de Blida et celui d'Oran, Sidi Chahmi à l'hôpital. On en a un troisième qui va avoir le jour à Naba, puisqu'il est créé officiellement, mais la structure se met en place à Naba, donc on aura un centre à l'est. Et puis il y a aussi un quatrième à Tizi Ouzou, donc au CHU Tizi Ouzou, qui est aussi sur le point qui a démarré ses activités, mais le cadre réglementaire doit suivre. Donc on aura 4 centres résidentiels. Donc c'est des endroits où on peut être amené à hospitaliser un malade. Mais l'hospitalisation doit être le dernier recours, et surtout ça doit constituer un moment de la prise en charge. Ça ne doit pas être le plus important. C'est un moment de la carrière d'un toxicomane. Le plus gros doit se faire en amont de l'hospitalisation, dans un centre ambulatoire, et en aval de l'hospitalisation. À la suite de l'hospitalisation, l'équipe soignante continue le suivi, parce que comme je vous ai dit, ce sont des situations qu'on peut assimiler à des maladies chroniques. Qu'est-ce qui mène à l'hospitalisation? Donc, vu que le travail se fait surtout en amont et que ça doit être une petite période, c'est cela, une petite période dans l'osmo. Habituellement, elle dure 3 semaines. C'est un peu le standard. D'accord. Mais l'hospitalisation est une décision médicale. C'est-à-dire quand un médecin sent que le projet thérapeutique ne peut pas avancer sans isolement, sans contrainte. Donc, ils se sont obligés de proposer un séjour hospitalier pour qu'il y ait une vraie rupture avec la substance. Parce qu'on sait que l'environnement est dangereux, que les dealers guettent, que même le sujet peut... Et c'est peut-être le problème aussi, comme dit mon collègue tout à l'heure, peut-être qu'il y a aussi des fragilités psychologiques individuelles, personnelles, qui font que les tentations sont trop grandes. Donc, à l'analyse de la situation,
le médecin peut être amené à décider d'une admission, d'un séjour. Il y a aussi des substances pour lesquelles on est obligé de garder le malade parce qu'on utilise des médicaments pour lesquels on ne peut pas être tranquille si le malade n'est pas sous les yeux en milieu hospitalier. Alors, donc pour justement soigner l'addiction, on utilise d'autres traitements? Oui. Il a été utilisé le terme de substitution, ce n'est pas tout à fait la substitution. La substitution, on la connaît dans certaines drogues, comme par exemple la méthadone. C'est une substance, c'est un traitement de substitution qui agit contre les opioïdes. Donc c'est une catégorie de substances bien spécifique. Dans notre pays, c'est loin d'être le plus gros des consommations. Le plus gros des consommations, c'est le kiff, c'est le cannabis, et c'est les psychotropes. C'est les médicaments psychotropes. Donc le plus gros, c'est ça, on a des chiffres depuis maintenant 10 ans, on connaît les tendances. C'est les médicaments détournés et c'est le cannabis que tout le monde connaît, qui est un fléau très très consommé dans notre pays et dans le monde entier, et même des pays qui vont à la tendance de la dépénalisation. C'est plus facile de s'en sortir, enfin, de se débarrasser, on va dire, de l'addiction du kiff, comme vous dites, ou de la cannabis, ou des... Oui, c'est plus facile parce que pour les opioïdes, on sait que c'est des drogues extrêmement puissantes qui peuvent pas, pour lesquelles on ne peut pas arrêter comme ça. Il faut qu'il y ait une substance qui remplace la substance opioïde. Et aussi, c'est un problème mondial. Aux États-Unis, il y a eu 80 000 morts de ce qu'on appelle la pandémie, la crise opioïde. C'est une véritable crise opioïde qui est en train de s'étendre au Canada et peut-être aussi en Europe. Il n'est pas exclu le risque que ça nous arrive aussi. Oui. Mais pour ces substances, les opioïdes, il y a une véritable substitution. C'est-à-dire on donne un opioïde qu'on contrôle à la place de l'opioïde qui n'est pas contrôlé et qui peut amener vers la criminalité, vers le délit, etc. Donc on donne une substance qu'on contrôle, même si le patient doit la prendre toute sa vie, au moins il peut se réinsérer, il peut vivre sa vie normalement, il est en situation où il n'est plus dans le besoin d'aller vers l'illégalité. D'accord. Voilà. Donc maintenant le gros des substances, comme les médicaments ou le cannabis, il y a des méthodes donc de prise en charge que nos médecins addictologues maintenant maîtrisent et commencent à maîtriser. Mais je dois dire que la prise en charge est compliquée, qu'il faut avoir vraiment beaucoup de puissance. Je parle aux familles de l'adolescent. Il faut qu'elles soient là en permanence, mais il faut qu'elles fassent très très attention et qu'elles accompagnent le jeune pendant des mois et peut-être même des années. Combien de temps ça dure? Des années? Des mois, en tout cas au moins des mois. Au moins des mois, pour qu'il y ait un véritable sevrage et qu'on soit tranquille. Et même après cette période de sevrage, il faut s'attendre à une rechute. Et la rechute ne nous fait pas peur à partir du moment où le jeune a compris, c'est une leçon, il peut réadmettre le fait qu'il est fléchi et qu'il reparte dans son projet de sevrage. Et comme je vous ai dit, comme on ne le considère pas comme un délinquant, c'est un malade, c'est une victime. Et ça aussi, il faut que, un peu pour lutter contre les tabous et la honte d'aller se soigner. C'est une maladie comme une autre. C'est une maladie. On tombe dans un piège qui est celui de cette maladie-là. Et il y a des solutions. À toutes les situations, il y a des solutions. Dans notre pays maintenant, dans chaque wilaya, il y a un centre. Les centres, je ne peux pas dire qu'ils fonctionnent tous sur le même niveau. Il y a des centres qui sont très performants dans certaines wilayats. Et c'est lié principalement à la question de la formation. Le ministère de la Santé a organisé une formation pour une quarantaine de médecins en addictologie, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut encore peut-être d'autres cycles de formation, il nous faut plus de personnel, et ça demande des moyens. Donc les moyens ont été mis. Il y a peu de pays qui ont autant de structures éparpillées à travers le territoire national. Ils se développent de façon progressive. On se voit chaque année pour faire le point avec ces centres. Et on espère les doter tous de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent se développer. Il n'y a pas que les centres. Je voulais aussi, à travers votre émission,
faire appel aux associations. Justement, j'allais vous poser la question, qu'en est-il du mouvement associatif, des associations? Je sais qu'il y a une association, justement, Solidarité AIDS, qui travaille sur le sida, VIH et tout ça, eux aussi sur le dossier de la drogue, mais il n'y a pas tant que ça Oui. Oui, il n'y a pas suffisamment d'associations. Le rôle de l'association est fondamental. Vous savez, madame, la lutte contre les addictions n'a pas commencé dans les institutions. Elle a commencé dans les associations. Au début des années 70, avec le mouvement EPI, il y avait ce qu'on appelait les free clinics dans la côte ouest des États-Unis. Oui. C'était des bénévoles qui allaient dans la rue s'occuper des toxicomanes. Et c'est comme ça que le mouvement de prise en charge des toxicomanes a commencé. Parce que dans le monde entier, même dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les consommations paisibles. Dans un pays au sud, par exemple, il y a une consommation paisible qui n'est pas délinquante, qui ne trouble pas l'ordre public, qui ne perturbe pas. Mais à partir du moment où ça a une valeur marchande, ça va tout de suite vers la criminalité. Donc les associations se sont beaucoup occupées au début. Ensuite, les institutions ont commencé, et puis il y a des centres, comme en France, à la fin des années 70, il y a un grand centre, Marmottan, qui a été le leader. Ensuite, il y a eu d'autres centres. Et dans notre pays aussi, il y a donc ce dispositif institutionnel. Mais ce dispositif institutionnel, moi je suis dedans parce que je suis au ministère de la Santé. Mais on sent que l'appui associatif peine. Parce que justement, il y a le poids du tabou. On préfère nous occuper des malades atteints de cancer ou des enfants, mais les toxicomanes font peur. Oui. Et les toxicomanes sont pris pour des délinquants. Oui, justement. Pour des personnes dangereuses. Ben, tout ça, ce sont des idées reçues. Vraiment, c'est des idées aussi qu'il faut combattre si on veut combattre justement ce fléau. Le risque existe partout, il y a des risques. Un toxicomane peut être dangereux quand il est en situation de manque, il peut être dangereux aussi quand il est sous l'effet d'une drogue, il peut ne pas avoir toute sa tête, il peut passer à l'acte, On sait que le passage à l'acte et la consommation de substances sont des phénomènes liés. Mais on le constate par exemple dans nos personnels. Les personnels que vous avez filmés à Blida, maintenant ils sont habitués à travailler dans un secteur de la santé qui est peut-être différent de la cardiologie, mais il a ses spécificités et il a surtout ses résultats. Donc on est très content que quelqu'un, et je le sens dans les équipes soignantes, comment l'équipe est contente quand ils ont pu tirer d'affaire un jeune. C'est vraiment un travail de soin et rien d'autre. Donc cette culture, elle s'installe de façon progressive dans nos centres à une vitesse très lente. Je l'admets et je comprends tout à fait aussi la colère des familles qui sentent qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas d'appui. Qui sont un peu dépourvus, qui voudraient... Qui sont dépourvus, qui sont dans la colère, Mais on fait ce qu'on peut. Maintenant, les associations en Algérie, on a beaucoup avancé dans les associations comme AIDS qui s'occupent des risques. Donc les associations en Algérie sont focalisées sur les risques qui sont liés à la drogue, surtout les risques infectieux et le sida en particulier. Oui. Par contre, les associations qui travaillent dans la prévention au niveau primaire, c'est-à-dire au niveau scolaire, au niveau... C'est le plus gros, c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut un peu prévenir. Là, je dois dire aussi que le système associatif, même s'il est présent, on peut dire qu'il est absent. Parce qu'il n'y a pas de stratégie de prévention. Parce qu'on se limite à des messages inutiles. Quand on dit à un jeune la drogue c'est dangereux, il le sait. Quand on lui dit c'est haram, je pense que les parents le disent déjà suffisamment à la maison aussi. Et bon, c'est vrai qu'il faut le dire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À votre avis, quel est le moyen? Comment faudrait-il faire? Comment communiquer sur ce point? Pour m'être occupé de cette question de stratégie de prévention en milieu éducatif, je sais que ce n'est pas facile. Parce que ça ne se fait pas dans le secteur de la santé. C'est multisectoriel. Et vous savez comme moi que beaucoup de secteurs font des activités préventives. Tous les secteurs pratiquement font des activités. Mais ça n'est pas fait dans un cadre stratégique organisé. Donc passer un message, ça peut mieux passer dans une pièce de théâtre, par exemple. Ça peut mieux passer dans un dessin animé. Et puis on n'a pas les mêmes messages à adresser aux mêmes tranches d'âge. Ce qu'on doit dire aux primaires, ce n'est pas la même chose du tout qu'on doit dire aux moyens. Doit-on les choquer un peu, les enfants, pour qu'ils ne s'y approchent pas, on va dire? À mon avis, on n'a pas besoin de ça. Surtout quand on s'y prend tôt.
Parce qu'on a envie de choquer quand les dégâts sont commis. Oui. Et là, on peut choquer, on peut ne pas choquer, ça n'a plus d'importance. Par contre, utiliser un langage simple et des moyens simples à un âge précoce. Encore faut-il que nos familles, et c'est peut-être l'émission parle de ça, soient suffisamment structurées pour pouvoir passer ces messages. Et suffisamment de temps à accorder à leurs enfants. Et on peut aussi faire un petit comparatif des familles qui s'occupent de leurs enfants et ceux qui le font moins. Bien sûr, tout le monde est exposé au risque de la drogue. Et je dois dire même que ce n'est pas une question de familles démunies et de familles qui ne le soient pas. Tout le monde est atteint. Les familles qui sont moins démunies vont aller aux drogues les plus chères, c'est tout. Mais on est tous exposés. Maintenant, le temps accordé aux enfants, le temps à écouter. Il y a même un slogan mondial qui a été lancé l'année dernière, « Listen first ». Écoutez d'abord. Au lieu d'aller parler, laissez votre enfant parler. Laissez-lui dire les choses. Donnez-lui tout le temps de dire comme il sait le dire et voyez où vous pouvez vous accrocher pour mettre la main pour réduire un risque d'aller à la consommation. Donc, écoutez d'abord. C'est fondamental. C'est le conseil que vous donnez aujourd'hui aux parents? Absolument. D'ailleurs, pour ça et pour mille autres choses, on a tout intérêt à écouter nos enfants. D'abord. Ensuite, on agit en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de comment ils voient les choses. Et on a beaucoup de difficultés à comprendre comment fonctionne un enfant et ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Là, en réalité, on n'a jamais les moyens de rentrer dans la pensée d'un enfant. Mais c'est pour ça qu'il faut l'écouter, il faut le suivre et il faut l'accompagner. Et ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et à mon avis, c'est fondamental. Et si on est dans ce fléau qui est mondial, dans tous les pays du monde, c'est parce que justement, dans nos sociétés actuellement, il y a cette fracture et on le sent. La famille n'est plus ce qu'elle était. Les rapports dans la famille ne sont plus ce qu'elles étaient. Déjà, la famille comme avant, maintenant, c'est plus la grande famille avec les oncles, les tantes. Voilà, exactement. C'est plus la famille nucléaire. On est papa, maman et les enfants. La maman travaille, le papa aussi. On n'a pas vraiment plus le temps de s'occuper de ses enfants autant qu'avant. Et je pense que ça a fragilisé un peu... Mais c'est une mutation sociale qui est indéniable et qui s'impose. On ne va pas revenir à... On ne peut pas revenir, c'est clair. On n'a aucune envie de revenir en réalité. Voilà. Maintenant, toute l'activité de prévention contre ces drogues, c'est justement s'adapter. C'est justement trouver les bonnes formules. Et entre les bonnes formules, il y a les messages, le contenu, il y a les supports de ces messages. Ça peut être des activités, même au milieu scolaire, ça peut être des activités récréatives. Des pièces théâtrales. On le sait depuis très longtemps que des pièces de théâtre, moi je connais des pièces de théâtre des années 40 en Algérie, qui parlaient de la drogue, aux années 40. Donc il y a ces vertus justement dans... Et les messages, à mon avis, ils ne doivent pas être directs. Et surtout, ils ne doivent pas être choquants, on n'a pas besoin de ça. Pour prévenir, c'est-à-dire on n'est pas encore dans la consommation. On n'a pas besoin de choquer à ce moment-là. On a besoin seulement d'écouter, d'accompagner. Et ça, c'est à la portée de... C'est le bon sens. Et le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde. Très bien. Et si vous avez aujourd'hui un conseil à donner aux parents, un dernier conseil? Bon, les parents, d'abord je les plains quand il y a un consommateur dans une famille, c'est toute la famille qui est perturbée, qui est malade, où il arrive même que la famille soit la dernière à être au courant. Donc c'est très choquant pour la famille. Mais quel que soit, d'abord il faut admettre que c'est un phénomène qui est mondial et auquel nous sommes tous exposés. Donc si ça arrive, c'est arrivé. Bon, c'est pas tabou, c'est pas voilà. Tabou. Donc il ne faut pas désespérer des résultats que vous pouvez obtenir en intervenant, les familles. Vraiment, vous pouvez obtenir des résultats. En vous rapprochant du centre intermédiaire de soins en addictologie. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ces centres intermédiaires de soins en addictologie sont construits, c'est des structures reconnues qui existent dans toutes les wilayas de notre pays. Et dans les grandes wilayas, il y en a même 2 ou 3. À Alger, il y en a 2, à Oran, il y en a 2, et à Annaba, il y en a 2. Constantine, il y en a 2 aussi. Mais sinon, dans les autres wilayas, il y en a 1 au moins. Donc, se rapprocher de ces centres. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur du tout, ni honte. C'est une maladie comme les autres. C'est une maladie qui est peut-être même un peu plus difficile que les autres.
Premièrement, il ne faut pas hésiter à consulter. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur des rechutes. Elles sont dans le programme. On sait que ce sont des risques, parce que les mêmes causes vont donner les mêmes effets. Si le jeune est tombé dans ce piège, c'est parce qu'il y a un environnement qui a permis ça. L'environnement, il ne va pas changer comme ça. Oui. Donc l'enfant, le jeune, il est exposé au risque de la rechute. Donc la rechute ne doit pas nous décourager. Ça, on sent qu'il y a un découragement, que ce soit chez les consommateurs, les jeunes consommateurs, ou chez les familles. On n'a plus envie. Et ensuite, les sévices. Là, à mon avis, c'est les mauvaises attitudes. Et aux familles, je demanderais aussi de se cacher derrière le thérapeute. C'est-à-dire, là, qui veut dire? Par exemple, on a de la difficulté à communiquer avec un ado qui est consommateur. Beaucoup de difficultés. Donc, se cacher derrière le thérapeute, c'est-à-dire dire à ce jeune, nous, on va suivre ce que nous disent nos médecins. Il est neutre, il est au milieu, il n'a pas d'autre souci que de tirer d'affaire. Donc, ce qu'il nous dit, on le fait. S'il nous dit qu'il faut qu'il te garde à l'hôpital, on suit. S'il te fait confiance, on suit. S'il dit qu'il est plus malade, on le suit. Donc, on reste derrière le thérapeute, ne pas s'exposer aux jeunes. Parce qu'à s'exposer c'est l'affrontement total directement. Cet affrontement ne mène à rien. Oui. Donc heureusement qu'il y a les thérapeutes qui sont des médiateurs en réalité, entre nous et nos enfants. Eh bien, il faut aller dans le sens que dit le thérapeute. Encore faut-il qu'on ait des thérapeutes en nombre suffisant et suffisamment qualifiés. Ça, aujourd'hui, je dois avouer que nous ne sommes pas encore au niveau de la demande, au niveau de ce fléau, de son importance, en nombre, en substances consommées. Il y a toujours de nouvelles substances qui rentrent. Les dealers, ils sont très, très malins, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Donc il y a un combat, et ce combat, il est mondial. En 2018, l'ONU a fait une session spéciale de l'ONU qui s'est appelée la drogue phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Oui, très bien. En tout cas, merci encore, professeur Mohamed Chakali, vous êtes psychiatre. Merci d'avoir intervenu sur ce dossier. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, nous passons à la rubrique conseils pratiques. Place à la rubrique conseils pratiques et je reçois aujourd'hui sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie, Dr Sabrina Gahar. Vous êtes maître de conférences en psychologie clinique, psychothérapeute et militante pour les droits des enfants. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mounia et bonsoir à tous les chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation aussi. Je vous en prie. Donc aujourd'hui nous allons parler des adolescents, on va continuer de parler des adolescents et leur mauvaise fréquentation. Leur fréquentation, souvent nous les parents, ça nous stresse un peu, surtout s'ils ont de mauvaises fréquentations. Alors comment gérer ces mauvaises fréquentations sans forcément rentrer dans le conflit? Eh oui, tout le problème est là et tout l'art aussi d'être parent, d'exercer sa parentalité est à ce niveau-là. Vous savez, nous sommes différents en tant que parents. Chacun va être le parent de l'enfant qu'il a été et aussi l'enfant de certains parents. Et donc là, une fois à l'âge adulte et une fois lui-même dans ce rôle de parent, il va bien sûr reproduire, il va exercer certains registres d'éducation, des registres éducatifs qu'il a lui-même bien sûr reçus à un certain âge. Et parfois, il y a des moments où il est conscient, il y a des moments où il n'est pas conscient, il ne sait pas pourquoi il fait certaines choses avec son fils, avec sa fille, et surtout quand il s'agit de l'adolescent. À un moment donné, cette crise d'adolescence va réactiver bien sûr certaines problématiques qui n'ont pas été réglées chez les parents à un certain moment. Bien sûr, on comprend très bien que il ne faut pas culpabiliser les parents de par leur façon de faire avec leurs enfants, leurs jeunes adultes et aussi les enfants qui sont en période de puberté. Mais on sait très bien que dans cette éducation, il y a eu tout un accompagnement vers la sociabilité. Donc nous aussi, nous avons été des influenceurs dans notre façon de faire. Donc une influence à la verticale, donc les parents envers les enfants. Mais à un moment donné, il y a cette influence qui s'exerce dans l'horizontale. Donc l'enfant, l'adolescent va voir ailleurs, va voir s'il existe ailleurs. Donc,
période d'adolescence, on a besoin un peu de se détacher de ses parents. C'est à ce moment-là que ça arrive. Exactement. De toutes les façons, nous vivons dans une société contemporaine, moderne, et où les familles, les parents vont toujours vers, et ils renforcent, ils alimentent la précocité, l'hypermaturité, l'autonomie. Donc déjà, très jeunes, nous initions nos enfants à ce qu'ils arrivent à faire des choses eux-mêmes, à ce qu'ils s'initient à certaines pratiques et certaines tâches aussi, que ce soit à l'intérieur de la maison ou même on les responsabilise à l'extérieur. Et donc, toute cette forme d'éducation qui est plus ou moins moderne va bien sûr aller de plus en plus emmener l'enfant à exister en dehors des liens familiaux pour arriver à des liens extrafamiliaux et bien sûr pour appartenir à un groupe de pairs. Et c'est ce qui va angoisser les parents parce qu'au fait, les voir un peu avec les pairs AIR, PAIR et loin des pairs PER, donc là ça va les angoisser de plus en plus et ça va emmener parfois à des conflits. Parce qu'au fait, l'influence c'est un peu cette action qui est graduelle, qui est implicite, qui va s'exercer sur notre disposition psychologique et aussi sur notre volonté. Oui. Et voir un peu cette influence s'exercer sur nos enfants par des personnes, bien sûr, que nous jugeons, qui sont de mauvaise éducation, ou parfois qui sont... Comment savoir que c'est justement ces copains, ces copines, ces amis de nos petits adolescents sont de mauvaises influences ou sont peut-être pas de bons conseils? Il y a des limites à tout, de toutes les façons. Chaque famille a ses propres règles, ses propres interdits, et c'est des interdits, bien sûr, qui sont puisés de notre société. Les grandes limites, c'est quand on tombe vers la délinquance et les comportements antisociaux. Là, nous sommes vraiment dans la mauvaise influence, bien sûr, puisque l'enfant va faire... nous allons observer chez lui certains comportements qui sont antisociaux, des débordements, des passages à l'acte, etc. Ce qui est difficile, c'est comment, bien sûr, faire les limites entre la crise identitaire de l'adolescent, donc cette quête de soi, la fameuse crise, et aussi cette mauvaise influence. Et ça nous rassure en tant que parents de dire et d'attribuer tous ces mauvais comportements aux autres. Or qu'on sait que pour la plupart du temps, l'enfant est lui-même le chef d'orchestre de ses comportements. Donc il va lui faire l'expérience de ses relations d'appartenance à notre groupe, à d'autres groupes et les groupes de pairs, parce que les liens au fait d'amitié, cette relation dyadique lui procure une forme de propension, lui procure une forme de promotion sociale. Il va exercer plusieurs valeurs aussi que nous avons nous-mêmes intégrées à un certain âge, et l'enfant va devenir adulte dans un autre groupe et dans un groupe de pairs, mais aussi il reviendra pour revenir et voir comment exercer et comment pratiquer ses comportements au sein même de sa famille. Faut-il s'ingérer dans la vie, voilà, justement avec ses amis? Faut-il se mêler ou pas de ces relations-là? L'instinct parental ne nous laissera pas. En tant que parents, on ne peut pas être dans l'indifférence totale de ce qui se passe autour de nos enfants et de leur vie. Ça, c'est tout à fait normal. Tout l'art est comment s'ingérer. L'ingérence est là, et comment, bien sûr, continuer à exercer une autorité, parce qu'il est important que l'enfant sache que les parents, ils sont là pour le protéger, ils sont là pour l'orienter, mais aussi, il y a des limites à ne pas transgresser. Et donc, l'adolescent, il va être, bien sûr, nourri par ce goût savoureux de transgresser les interdits, de transgresser, bien sûr, les lois qui ont été imposées, mais il est très important que les parents sachent comment exercer cette autorité. Si nous avons donné des valeurs de l'amitié, il est clair que nous ne pouvons pas juger ces fréquentations avec des mots blessants, avec des insultes, avec... comment dire? C'est la question. Comment dire à son enfant que, parler de la
beaucoup plus de la préoccupation des parents que de pointer ce qui se passe, que de pointer ses amis, que de pointer... Parce qu'en général, les adolescents n'aiment pas quand on critique leurs amis. Et c'est tout à fait normal parce que ça relève d'une forme de valeur qui a été bien intégrée. Donc revenir à ces valeurs, parler de l'importance de l'amitié, du sens de l'amitié, de l'importance d'appartenir à un certain groupe et permettre aussi de donner un sens à ce qui est en train de se procéder au niveau de ces liens. Donc permettre la verbalisation, l'expression. Parce qu'au fait, l'enfant ou l'adolescent, au sein de son groupe, arrive à s'exprimer, arrive aussi à se réaliser, arrive aussi à avoir une estime de soi modérée, voire même assez important, chose qui ne se passe pas toujours au niveau de la famille. Donc il se détache de plus en plus de cette famille qui ne l'écoute pas beaucoup, de cette famille qui est plus dans son propre égoïsme, parce que pour lui, on préfère donc le protéger pour nous protéger. L'infantiliser aussi. L'infantiliser bien sûr, parce qu'on n'accepte pas son devenir d'adulte, et effectivement. Et aussi, il y a une personnalité derrière cet adolescent. Donc les adolescents ne se ressemblent pas, même s'ils se ressemblent au niveau de la crise, mais chaque adolescent, il y a un qui est phobique, l'autre qui est plus hystérique, etc. Donc il est très important de s'approcher de cet adolescent avec bien sûr une bonne communication qui fait que nous gardons les mêmes valeurs, bien sûr. Nous allons exercer en tant que parents toujours notre autorité parentale, mais bien sûr face à quelqu'un qui est en train de devenir adulte, qui existe en tant que personne. Très bien. Et à quel moment s'inquiéter ? S'inquiéter quand il s'agit carrément de comportements antisociaux, donc quand nous sommes dans les grands débordements. À ce moment-là, bien sûr, si l'adolescent donc va aller se réaliser à travers bien sûr des comportements antisociaux, va préférer se ressembler à, plutôt ressembler à celui qui est complètement différent de lui, à celui qui ne lui ressemble pas par rapport à ses valeurs. Il voit que c'est une personne qui représente pour lui un modèle, qui a plus d'influence pour lui, etc. Donc là, il faudrait bien sûr, il faut une orientation quand même vers des spécialistes, des psychologues, qui vont creuser par rapport à travailler cette problématique davantage avec beaucoup de professionnalisme. Très bien. Et comment ça se passe en séance en général? La séance est pour toute la famille ou c'est uniquement l'adolescent? Comment que ça se passe? Alors au fait, nous avons des tendances et des obédiences. Il y a par exemple les psychologues de famille qui vont bien sûr travailler avec toute la famille, bien sûr tout en centrant le travail sur l'adolescent lui-même. Par contre, quand nous sommes dans une autre perspective, que ce soit psychanalytique ou de tendance comportementale et cognitive, donc on va bien sûr concentrer tout le travail sur l'adolescent, emmener bien sûr progressivement l'adolescent à verbaliser, à donner un sens, à comprendre les préoccupations bien sûr des parents et bien sûr emmener les parents à verbaliser leurs inquiétudes beaucoup plus avec des mots respectueux envers l'enfant, avec une forme de communication qui ne va pas dans le sens de la toute-puissance, je suis parent, tu dois me suivre, mais beaucoup plus dans la participation. Et là, nous avons bien sûr, l'enfant doit jouir d'un certain droit, qui est le droit à la participation et à la libre opinion des affaires qui le concernent, de ce qui le concerne. Donc, il faut qu'on ait bien sûr en tête que tant qu'il a la maturité qu'il faut de son âge, il doit quand même participer à ses propres décisions. Bien sûr, on ne peut pas, il y a des parents qui interdisent complètement toute forme de fréquentation, oui, ou alors qui voudraient gérer, contrôler les relations, par exemple ramener les amis à la maison, être présent justement, quand il y a des choses. Ben non, pas être quand même. Là, ramener les amis à la maison. Là, c'est les extrêmes, quoi. Là, c'est les extrêmes. Il faut toujours rester avec un regard bienveillant. C'est cette bienveillance qui va emmener l'enfant, qui va lui donner de plus en plus confiance en lui. Donc, pas forcément ramener les amis à la maison. Ben, pas forcément. Tu sors, je te fais confiance. Pas tout le temps. Voilà. Pas tout le temps. S'il y a lieu, bien sûr, mais pas tout le temps. Donc, il faut quand même lui donner plus de liberté pour qu'il puisse un peu se réaliser et puis qu'il puisse un peu voir ce qui se passe à l'extérieur. Et nous aussi, pour qu'on ait aussi une perception claire de celui qui voudrait exister en dehors des liens familiaux.
On lui fait confiance, on lui fait comprendre qu'on a Faire confiance. confiance, c'est très important de lui faire confiance, c'est très important. Ça le Et valorise. aussi accepter qu'il y ait quelques bêtises. Hein. L'adolescence, c'est l'âge des bêtises. C'est surtout ça. On ne peut pas passer une adolescence sans qu'il y ait ce genre de transgression, d'opposition, de tentative aussi d'opposition. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du développement. Dans la psychologie du développement, donc, il y a ce processus qui se fait à un certain âge, bien sûr, puis après, bon, qui va se tasser par la suite et il va s'agir et se calmer. Ça s'agir à quel moment? L'adolescence, maintenant, peut se prolonger jusqu'à l'âge de 24 ans, parce qu'au fait, le cerveau se développe. Mais après, bon, tout dépend, hein, fille, garçon, et tout dépend de l'âge. Chaque enfant est différent, exactement. Et ça commence assez jeune, en général, vers les coups de 13 ans? Juste après la puberté, hein, juste après la puberté. D'accord. Et si vous avez des conseils à donner aux parents, justement, par rapport à comment gérer les fréquentations de leurs enfants sans tomber dans le conflit? Rester sur les valeurs de l'amitié, surtout. Parler de l'amitié. Parler avec des métaphores. Parler en relatant des histoires. En relatant l'histoire de la famille, ses propres histoires à eux, les parents. Ce qu'ils ont pu découvrir à un certain âge assez jeune, ce qu'ils ont fait comme propre expérience à eux, qui ressemblerait aussi aux expériences de leurs propres enfants. Les enfants sont très sensibles aux histoires racontées, narrées de leurs propres parents, ou plutôt des autres, etc. Ils ont cette implication qui leur donne quand même beaucoup plus d'assurance et aussi beaucoup plus d'implication. Ils vont se sentir impliqués. Ils vont se sentir comme étant une personne sujet et non objet appartenant aux parents. Donc revenir aussi sur nos propres préoccupations, dire que je suis préoccupé, je suis inquiet, etc. au lieu de pointer directement les amis, au lieu de les juger. Et là, on va en porte-à-faux. Hein, c'est un porte-à-faux par rapport à nos propres valeurs que nous avons inculquées à nos enfants et notre mode de faire avec eux. Donc cet acharnement par rapport au comportement des uns et des autres, etc., fait qu'à un moment donné, on a cette tendance de tout pathologiser. L'adolescence, c'est une période qui fait partie du développement de l'enfant. Donc c'est une période charnière hein, vers l'âge adulte. Et donc au niveau de cette période, il y a des changements du comportement, tels que l'opposition, tels que bien sûr la transgression de certaines règles. Il est tout à fait normal que l'enfant passe par ce genre de comportement et ce genre de vécu. Contenir de plus en plus ses angoisses, donner plus de liberté surtout. Donc l'enfant qu'il était, et on avait même des limites sur le plan spatial par rapport à sa chambre, etc. Comprendre que maintenant il a besoin d'avoir ses propres limites à ce niveau-là et essayer de faire aussi un travail sur soi-même. Comprendre pourquoi face à l'adolescent nous sommes ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans notre histoire. Très bien. Merci encore. Merci à vous, Mounia. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, vous êtes Dr Sabrina Gahar, maître de conférences en psychologie clinique, psychothérapeute et militante pour les droits des enfants. Merci encore. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous passons à la rubrique L'info de la semaine. L'info de la semaine avec Leïla Djoubour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue, ça va, merci. Alhamdoulilah. Merci beaucoup Mounia. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Alors, ce soir, nous allons parler de consommation d'eau. Et oui, je ne parle pas des ménages, je parle de vous personnellement. Alors Mounia, est-ce que vous pensez que vous consommez assez d'eau par jour? Réellement, je ne sais pas combien je consomme d'eau par jour, mais on va dire, je sais pas. Non, je sais pas. Alors, comment boire de l'eau sans s'en rendre compte? Il faut savoir que parfois, on n'a pas envie de boire de l'eau. Oui. Parfois, on oublie. Et parfois, on n'aime pas le goût de l'eau. Oui. Sachant que l'hydratation est très importante, on n'a pas besoin de le rappeler, mais on a beaucoup plus tendance à boire durant l'hiver. Durant l'été, pardon. Oui, voilà, durant l'été qu'on a soif. Durant l'été, on a plus tendance à boire parce qu'on transpire, il fait chaud, on perd beaucoup de... Et durant l'hiver, on n'y pense pas, mais il faut savoir que c'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour la forme, ça prévient aussi l'obésité et ça a plein d'autres vertus. Le corps est quand même constitué de 70% d'eau, donc c'est ce qu'il faut savoir. Alors, c'est sûr qu'il y a les bienfaits de l'eau, mais il y a
selon les spécialistes qui se sont penchés sur la question, ils ont suggéré des manières plutôt, on va dire, ludiques pour boire de l'eau. Voilà, c'est par exemple utiliser des thermos colorés qu'on prend au travail, par exemple. Ce que vous faites, vous, Mounia, ce que vous avez tendance à faire, c'est vrai que... Mais c'est pas de l'eau qui est à l'intérieur. Moi, je prends un café. Alors justement, les personnes qui disent ben, je ne bois pas de l'eau, mais je bois du thé ou je bois du café. Il faut savoir que le thé, par exemple, quand on en consomme beaucoup, ben, ça diminue le fer dans le corps. Si on consomme beaucoup de café, il faut savoir que ça diminue les minéraux dans le corps. Donc il faut savoir garder l'équilibre, voilà, équilibrer entre les boissons. L'eau, c'est vrai qu'on peut en mettre partout, mais on peut en boire, par exemple, avec de la camomille, par exemple... On peut faire de l'eau aromatisée. Exactement. Prendre une bouteille d'eau, mettre... Tout à fait. Alors, ce qui est à la mode, c'est l'anthésite. Il faut savoir que ça a le goût... C'est quoi l'anthésite? Il y a de la réglisse dedans. D'accord. Donc, c'est bien aussi, ou plein d'autres goûts hein, qui ne contiennent pas de sucre. Donc, c'est une manière aussi de donner aux enfants de l'eau aromatisée, exactement, parce qu'il faut savoir que le développement des enfants se fait en partie avec de l'eau. Donc, c'est important de leur en donner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Algériens maintenant se mettent, et c'est ça l'info, ils se mettent à consommer de l'eau grâce aux applications. Donc, des applications qui nous donnent... qui nous rappellent qu'il faut boire de l'eau. Déjà, c'est des rappels. Hein. Ouais. Voilà, c'est des rappels. Et puis, qui nous disent où on en est niveau consommation. Donc, ils mesurent un peu la consommation d'eau journalière, hein, voilà, l'apport d'eau dont on a besoin. Et il faut savoir également que les spécialistes ont, encore une fois, donc ils se sont... on a beaucoup de façons de consommer de l'eau. Par exemple, en prenant avec nous une paille. La paille, et oui, c'est pas que les enfants hein, qui ont le droit de consommer l'eau de cette façon. Il y a les adultes également. Donc, il y a les manières un peu... une consommation récréative. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi les aliments. Le concombre, par exemple, et d'autres aliments qui contiennent de l'eau qu'on pourrait consommer. La pastèque. La pastèque. Oui. Alors voilà, j'en reviens encore aux applications. Les applications, à ne pas les utiliser de manière abusive. Parce que c'est bien d'avoir une application qui nous rappelle, mais il faut les utiliser à bon escient. Voilà. Il y en a plein, elles sont gratuites, vous pouvez les télécharger. C'est vrai qu'elles aident beaucoup. Mais ça peut aider, bien sûr que ça aide, ça nous rappelle combien d'eau on a bu. Donc à chaque fois on a un petit rappel, c'est l'heure de boire la tasse d'eau. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a les 8 verres par jour qu'on a l'habitude de consommer et qui nous vont très bien aussi. 8 verres, je ne suis pas sûre. On peut y arriver, on peut y arriver. En tout cas, déjà, durant l'émission, vous avez une forte consommation d'eau pour chaque numéro. J'en profite pour prendre une gorgée. Eh bien, psahtek Mounia. Voilà pour l'info de la semaine. Très bien, très bonne information. Merci encore Leïla et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle information. Tout à fait. Et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Ma Famille, Ma Vie à 18h chaque mardi sur Canal Algérie. Prenez soin de vous, au revoir.